Bonjour, bienvenue à ce webinaire Admical où nous allons vous présenter la restitution du baromètre 2020 de l'Admical sur le mécénat des entreprises. Pour ce baromètre, nous serons trois à animer cette rencontre qui sera aussi moi-même Alice Delefre-Blondet, déléguée régionale de l'Admical, mais également Delphine Botti, déléguée régionale de l'Admical, et Léo Godin, le directeur du développement Admical. Voilà. Donc, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Cette rencontre a suscité beaucoup d'engouement parce que vous êtes plus d'une centaine à vous être inscrits, à peu près un tiers d'entreprises, un tiers de porteurs de projets et un tiers d'indépendants. L'objectif est bien sûr de vous faire part un petit peu de l'évolution du mécénat depuis ces 2 dernières années et également nous faire partager les témoignages d'entreprises qui pratiquent le mécénat dans la région. Et donc, nous aurons l'occasion d'entendre les témoignages de CAPSA et de Cégide Solidaire. Voilà, alors ces 2 dernières années ont été assez perturbées, c'est moins qu'on puisse dire, dans le domaine du mécénat. En 2019, il y a eu toutes les réformes fiscales qui ont beaucoup bouleversé à la fois le don des entreprises et le don des particuliers. Et en 2020, bien sûr, cette année très complexe en termes de mécénat à cause de la crise sanitaire, mais qui finalement a révélé quand même une grande générosité des entreprises et également des particuliers au premier semestre. Et aujourd'hui, on constate en effet des nouvelles pratiques de mécénat qui ont pu être révélées en 2020. Et également, par exemple, la création d'une coalition française des fondations pour le climat. Donc, l'univers du mécénat est bouleversé, s'adapte et donc on pourra étudier un petit peu ces différents points pendant notre présentation. Donc, nous allons commencer par vous présenter le baromètre avec un focus Rhône-Alpes, puis viendront enfin des témoignages de CAPSA et de Cégis Solidaire, et enfin les questions-réponses que nous réserverons plutôt à la fin, à la fin de cette rencontre, qui va durer jusqu'à 10 heures. Voilà. Donc, je remercie en particulier nos partenaires, donc le Crédit Coopératif, qui sera représenté par Boris Atekian, un peu plus loin pendant notre webinaire, et également Rhône-Alpia, représenté par Enora Guérinel, qui à l'origine devait nous accueillir, mais malheureusement, à cause des restrictions sanitaires n'a pas pu le faire. Donc, merci à tous pour votre présence. Et donc, je donne la parole à Léo, qui va vous présenter Admical. Merci Alice. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je suis Léo Godin, je suis directeur du développement chez Admical. Je voulais simplement faire un petit mot de rappel pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Admical. Très bref, après je redonne la parole à Delphine et Alice pour entrer dans le vif du sujet. Voilà, un mot très rapide pour rappeler que Admical, nous sommes une asso reconnue d'utilité publique. On a un petit peu plus de 40 ans, on a été créé à la fin des années 70. Et notre métier, notre mission chez Admical, c'est le développement et la promotion du mécénat. Donc, on agit sur plusieurs volets. On fait beaucoup de sensibilisation, promotion des pratiques, pédagogie. Une de nos missions premières, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de mécènes en France, de plus en plus d'entreprises et d'entrepreneurs engagés au travers du mécénat. Et une fois que cette envie elle est déclenchée, eh bien, on agit sur un deuxième pilier qui est d'essayer de se donner les moyens. Donc, Admical, nous, on a vraiment des enjeux de professionnalisation des pratiques, accompagnement des acteurs, essayer de faire en sorte que les acteurs se rencontrent, échangent les bonnes pratiques, montent des projets ensemble et montent en compétences, tout ça pour le bien des projets et des associations accompagnées. Donc Admical, c'est un réseau. Aujourd'hui, sous la bannière Admical, on retrouve un réseau d'environ 200 structures qui œuvrent pour le mécénat en France, des mécènes, mais aussi des porteurs de projets qui montent des projets sur le terrain. Admical, c'est aussi un institut de formation avec des formations professionnalisantes pour des mécènes et pour des porteurs de projets. Et puis, c'est également un observatoire du secteur mécénat, philanthropie. Et Admical publie de nombreuses enquêtes, études, baromètres en tout genre. Et le baromètre du mécénat d'entreprise est une étude très importante pour Admical, que l'on sort tous les 2 ans, les années paires. Et on est très content depuis 2 éditions maintenant qu'elles comprennent un focus régional
Et on est très content de vous en faire découvrir les résultats pour la région Rhône-Alpes ce matin, à savoir que le développement territorial et le mécénat en région est une question très importante pour Admical. On met beaucoup d'énergie envers son développement depuis plusieurs années maintenant, puisqu'on pense sincèrement que le futur du mécénat, eh bien, il se trouve en région et auprès d'entreprises petites et moyennes très actives sur leur territoire. Je m'arrête là. Je vais simplement vous dire un petit mot aussi sur la méthodologie de l'enquête avant de donner la parole à Delphine Alice pour rentrer dans le vif du sujet et les chiffres. L'enquête du baromètre, c'est une enquête qui est organisée avec un institut de sondage, à savoir l'IFOP l'année dernière. Elle repose sur des données provenant de deux sources principales. Donc, les résultats d'une enquête téléphonique auprès d'un pool d'entreprises représentatifs du tissu économique français, complété par un questionnaire en ligne qui a été envoyé un petit peu plus de 1400, il y a eu un petit peu plus de 1400 répondants pour l'édition 2020. Les entreprises ont été interrogées sur leurs pratiques de 2019. Alors, c'est important pour bien comprendre les chiffres. Cela étant dit, il y avait quand même quelques questions et items qui portaient sur 2020 et sur le Covid. Évidemment, c'était important pour nous d'interroger les entreprises sur à quel point leurs pratiques ont été modifiées par le Covid. Donc, vous retrouverez dans l'enquête globale des items correspondant à 2020. L'étude, elle comprend aussi un certain nombre de chiffres qui sont issus de la DGFiP et de Bercy, qui portent sur l'année 2018 et qui nous permettent d'affiner nos résultats, notamment en termes de nombre de mécènes et de budget dédié au mécénat. L'ensemble des grandes masses, les chiffres du ministère nous aident vraiment à affiner la chose. Vous pourrez de toute façon retrouver toutes ces informations plus en détail dans l'enquête qu'on vous partagera tout à l'heure si vous ne l'avez pas déjà lue. Je m'arrête ici et je donne la parole à Delphine et Alice. Merci et bonne matinée à toutes et tous. Merci Léo. Donc maintenant, je vous propose quelques petits slides. Donc on n'aura pas le temps d'aller dans tous les détails de l'enquête Admical. Vous pouvez la consulter en ligne. Nous, on survole vraiment pour ensuite vite donner la parole à quelques chiffres rhône-alpins et à nos témoins. Donc, les tailles d'entreprise, qui fait du mécénat en France? Si on peut avoir le slide suivant, voilà, merci beaucoup. Donc, on est sur une progression, une vraie progression des masses du mécénat depuis 2010, depuis que ce baromètre existe. Et on constate qu'il y a eu, depuis le baromètre 2018 à ce baromètre 2020, à peu près 12 000 entreprises qui ont rejoint les rangs de mécènes. Ce qui fait qu'en France, on estime qu'il y a 9% des entreprises, toutes tailles confondues, qui sont mécènes. La taille des entreprises, quelles sont les entreprises qui sont mécènes? Alors, globalement, finalement, ce n'est pas l'apanage des grandes entreprises, puisque vous voyez que la majorité des entreprises mécènes sont des TPE et des PME. C'est les 64% et les 32% que vous voyez sur le premier rond à gauche. Ça, c'est le volume. Mais en valeur, les grands contributeurs restent quand même les grandes entreprises qui contribuent à hauteur de à peu près 80% 53% du budget global du mécénat sur les 2,1 milliards d'euros que nous avons vus avant. On a mis également là les dons moyens des entreprises en France par taille. C'est des dons médians, évidemment que les disparités sont importantes. Comment les entreprises maintenant font du mécénat? Comment est-ce qu'elles pratiquent le mécénat? Est-ce que c'est avec une structure ou sans structure dédiée? Eh bien, on se rend compte que la majorité des entreprises fait du mécénat directement, c'est-à-dire sans fonds de dotation, fondation d'entreprise, fondation sous égide ou fondation reconnue d'utilité publique. Les entreprises de toute taille, cependant, se mettent à s'intéresser à structurer leur mécénat, comme vous le voyez en rouge. Et les grandes entreprises restent les plus nombreuses à faire à la fois
ce qu'on appelle la régie directe, c'est-à-dire donc faire du mécénat sans structure, et à hybrider en réalisant également, en ayant une structure. Pourquoi? Parce que ça leur permet de construire une stratégie de mécénat qui est cohérente et qui répond à leurs contraintes internes de grandes entreprises. Les domaines que soutiennent les entreprises, donc on reste sur le trio de tête du baromètre il y a 2 ans, c'est-à-dire le social, la culture et l'éducation. Avec le social, ici on vous a détaillé, comme vous le voyez, c'est un champ d'intérêt général qui est très vaste, puisqu'il comprend insertion, réinsertion sociale, réinsertion professionnelle, accompagnement vers l'emploi, etc. À noter une progression intéressante de l'environnement, qui était un sujet assez peu porté il y a déjà 2 ans, et qui vraiment commence à bien monter dans le classement. Alors, les formes de mécénat que choisissent les entreprises, elles ont 3 possibilités: le mécénat financier, le mécénat en nature et le mécénat de compétences. Comme vous le voyez, la forme de mécénat la plus répandue reste le mécénat financier. On note que plus de la moitié des grandes entreprises ont mis en place un programme de mécénat de compétences, mais que cette forme de mécénat se développe également auprès des plus petites entreprises, puisque donc 18% des PME et 22% des ETI l'ont utilisé, ce qui nous permet de faire un petit coucou à notre partenaire Pro Bono Lab qui est en ligne normalement. Alors, où les mécènes choisissent d'agir? Eh bien, très globalement, ils agissent en local ou en régional. Pourquoi? Parce que c'est proche des installations ou des sièges ou de l'activité de l'entreprise qu'elles choisissent d'agir. Les grandes entreprises sont plus engagées à l'échelle internationale, notamment via les actions qu'elles mènent par leurs filiales, mais elles ne délaissent pas pour autant l'action locale, avec un taux similaire à celui des PME et des ETI. Pourquoi est-ce que les entreprises font du mécénat? Alors, le podium de tête, il est là. Tout d'abord, évidemment, contribuer à l'intérêt général. C'est la première motivation pour les entreprises de toute taille. Et les ETI, notamment, s'engagent particulièrement à soutenir l'innovation sociale en ce sens, pour la troisième partie. L'ancrage territorial est un véritable enjeu pour les grandes entreprises. Elles ont déclaré que c'était l'une de leurs motivations à faire du mécénat dans l'étude. Alice, je te passe la main pour ton focus Rhône-Alpes. Très bien. Donc maintenant, en effet, grâce aux chiffres du ministère des Finances, on peut avoir en effet un détail par département. Et donc là, on va parler de la région Rhône-Alpes, puisqu'il y a 2 ans, on parlait encore de la région Rhône-Alpes. Donc là, c'est Focus Rhône-Alpes qu'on vous présente. Alors, il est très intéressant. Donc, on voit en effet que déjà l'évolution du mécénat est vraiment exponentielle dans le Rhône-Alpes. Je dirais comme le mécénat national, il suit la même progression. Aujourd'hui, c'est donc pratiquement 13 000 entreprises qui sont mécènes en Rhône-Alpes. On a progressé de 13% par rapport au précédent baromètre et on représente donc 195 millions d'euros de dons déclarés. Voilà. Ce qui représente à peu près un peu plus de 9% du total des dons déclarés. Alors, justement, on va se concentrer sur ce 5,5%. Alors, non, on reste sur la précédente. Voilà, on voit aussi que 5,6% des entreprises en Rhône-Alpes sont mécènes. La proportion nationale est de 4,7%. Donc, on peut dire que proportionnellement, les entreprises du Rhône-Alpes sont davantage mécènes que, je dirais, sur le plan national, sur la moyenne nationale, ce qui est un très bon point. Et elles sont sur les 13 régions, il y a à peu près, je crois qu'il y a 8 régions qui sont au-delà du seuil national, avec je dirais un cocorico pour la région Pays de Loire, où c'est pratiquement 10% des entreprises qui sont mécènes. Donc voilà, j'attirais votre attention sur ce taux qui me semble intéressant aussi, de voir qu'il y a des régions où on peut aller jusqu'à 10% de mécènes. Donc cette progression dans le Rhône-Alpes est constante. Et on va voir dans la slide suivante, Valentine, voilà, un peu plus en détail, comment on se situe par rapport aux autres régions.
Donc, sur le nombre d'entreprises mécènes, le Rhône-Alpes représente 13% des entreprises mécènes au niveau national. Et sur toutes ces entreprises en Rhône-Alpes, elles vont représenter 9,4% en volume. Voilà. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Il est intéressant de voir que l'Île-de-France, elle, représente 17% des entreprises mécènes, mais qu'en effet, en volume, c'est plus de la moitié du mécénat qui est déclaré en Île-de-France. C'est aussi parce que l'Île-de-France, bien sûr, concentre les plus grosses entreprises qui ont des budgets mécénat bien supérieurs à la moyenne, comme on le voyait au début, dans les premières indications sur le mécénat moyen des grandes entreprises qui, de mémoire, était de l'ordre de 800 000 euros. Voilà. On passe à la slide suivante. Donc là, on parle du don moyen des entreprises mécènes en Rhône-Alpes. Donc, on est donc en Rhône-Alpes en 4e position sur le don moyen. Donc, le don moyen, il faut le prendre bien sûr avec des pincettes, parce qu'il n'est pas toujours révélateur des dons des entreprises, mais ça donne quand même un ordre d'idée pour se positionner par rapport aux autres. Donc, on est 4e avec un don moyen de 15 420 euros. Voilà, on voit que le Nord-Pas-de-Calais se rapproche des 50 000 et en Île-de-France, on est autour de 69 740 euros. Voilà. Et on peut passer à la slide. Alors, en conclusion, je dirais par rapport à ces éléments sur le Rhône-Alpes, on est donc en très bonne position avec une belle progression. Je dirais on est très bon élève et avec une marge de développement possible, en effet, sur, je dirais, là, le montant moyen et puis le nombre de mécènes. Donc, bravo pour le Rhône-Alpes. Et je laisse la place à Delphine pour, en effet, les perspectives. Alors, cette étude de mécénat, comme vous le disait Léo, elle s'est basée sur des chiffres de 2018 et de 2019, partagés par la DGFIP. Voilà. Évidemment qu'elle tient pas du coup en compte, elle ne prend pas en compte ce tsunami pandémique qui nous tombe tous dessus. Notamment, néanmoins, ce qu'on constate quand même, c'est que l'approche collective du mécénat s'installe vraiment progressivement dans les habitudes des mécènes, ce qui est une bonne nouvelle étant donné les enjeux internationaux auxquels nous avons à faire face. La réponse sera probablement collective en tant que mécène à trouver à ces challenges. Ensuite, la réforme fiscale du mécénat, indéniablement, on a constaté des stratégies d'entreprise qui ont un peu été modifiées. Ça reste marginal. Vous avez entendu parler du fait qu'en 2019, la loi fiscale a rogné les dons des grandes entreprises. Au-delà de 2 millions d'euros, la défiscalisation passe de 60 à 40%. Pour le moment, il est un peu tôt pour pouvoir tirer les leçons et les enseignements des changements éventuels que les entreprises vont faire suite à ce changement. L'impact de la crise sanitaire sur les pratiques futures des mécènes, évidemment que les entreprises étant en mode survie actuellement, pour beaucoup d'entre elles, et notamment les ETI et les PME, on ne sait pas bien ce que nous réserve l'avenir. Néanmoins, paradoxalement, ça a fait prendre conscience à beaucoup d'entreprises que la France n'était pas à l'abri socialement de ces grandes disparités. Et on rencontre pas mal de dirigeants qui nous disent que dès que ce sera possible, c'est vraiment un sujet qu'ils aimeraient pouvoir investir. Donc ça, c'est probablement la bonne nouvelle. Ce qu'on voulait vous dire également, et c'est peut-être un peu le moment de le dire, c'est de reprendre, plutôt qu'après les questions-réponses qui risquent d'être percutées par l'horaire, je voulais reprendre quelques éléments qui ont été donnés lors du forum amical qui s'est tenu en digital fin novembre et reprendre en termes de conclusion pour un petit peu lancer des perspectives les mots de Axel Davzac de la Fondation de France, mais également de François Debiès, le président d'Amical, et de Marc Fontcave, qui est un chimiste et enseignant au Collège de France. Pour Axel Davzac, donc, la Fondation de France, cette crise a permis de montrer que les entreprises sont sorties de leur mode de faire traditionnel par rapport au mécénat et que ça a révélé des possibilités d'agir en tant que mécène qui étaient différentes, notamment via des alliances, via du soutien d'action sur des axes autres que celles que leur fondation ou leur mécénat traditionnel soutenait, sans pour autant perdre le fil du sens de leur mécénat et de leurs valeurs altruistes.
François Debiès, lui, il avait conclu le séminaire en disant que l'élan de solidarité basé sur le baromètre a conforté 2020. C'est la suite, évidemment, qui est inquiétante. L'avenir de modèle de la philanthropie à la française est mis à mal et Anne Mical œuvre en termes de plaidoyer pour beaucoup agir et faire savoir au gouvernement qu'on a besoin de stabilité, notamment fiscale. Et puis Marc Fontcave, lui, j'ai bien aimé parce qu'il nous a expliqué au mois de novembre que cette crise sanitaire n'était pas une opportunité, c'est une crise. Et c'est aussi l'occasion pour nous de souhaiter et construire ensemble une nouvelle mondialisation vers plus de durabilité, vers plus de conscience de l'environnement et vers plus de solidarité. Et c'est probablement la note d'espoir qu'on voudrait donner ce matin avant de donner la parole à nos témoins. C'est quelle sera la capacité du mécénat et des mécènes à proposer des solutions originales comme levier de ce nouveau monde. Les réponses, on est vraiment persuadé à Amical que les entreprises font partie de la solution et que c'est un champ qu'on leur souhaite investir de plus en plus parce que chacun peut faire à son échelle. Et je vous propose maintenant, sur cette petite note que j'espère un peu plus positive, de passer la parole à nos 3 témoins. Donc tout d'abord notre partenaire sur cet événement, Boris Setekian, donc pour le Crédit Coopératif. Et ensuite, ce sera la parole à Cégide qui interviendra avec Ronald Pia et à CAPSA qui interviendra avec les Nuits Sonores. Boris, je vous laisse. Oui, très bien. Merci beaucoup. Boris Setekian, responsable régional au Crédit Coopératif sur le marché de l'économie sociale et institutionnelle. En gros, j'anime le marché des associations sur Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté auprès de 20 chargés d'affaires. Vraiment ravi d'être partenaire d'Admical sur cette restitution du baromètre du mécénat d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, Crédit Coopératif, on est sur, on va dire, 3 marchés, les particuliers, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les entreprises et les associations. Donc, ce sont 2 marchés que l'on accompagne, notamment dans le financement de leurs projets. Donc, on connaît bien les dirigeants d'entreprise, on connaît bien les dirigeants d'associations. Parfois, c'est frustrant parce que nous, on les connaît et eux, ils ne se connaissent pas forcément. Donc, nous, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi en fait? C'est que nos associations ont besoin aussi de financement complémentaire et que souvent des entreprises peuvent avoir un projet de faire du mécénat et au final c'est nos clients associations qui en profitent. Donc pour nous la restitution aujourd'hui est importante pour comprendre comment les entreprises peuvent encore plus aller sur le mécénat d'entreprise dont nos clients associations sont bénéficiaires, parce que c'est quand même 50% du budget des associations reviennent des ressources propres, dont le don et le mécénat. Donc ça, pour nos chargés d'affaires, c'est important de voir que c'est une possibilité et que quand ils rencontrent un dirigeant d'entreprise, avec les leviers fiscaux, ça peut être et également une envie d'image, de communication. C'est le champ des possibles. Donc moi, d'ailleurs, au Crédit Coopératif, notre rôle, la valeur ajoutée qu'on pourrait apporter à notre niveau, ça serait de se faire rencontrer un peu plus, une mise en contact encore plus entre ces deux, j'allais dire, 2 mondes qui coexistent sans forcément se connaître. Là aujourd'hui, on va avoir le témoignage de 2 de nos clients, Artifarty et CAPSA. Le CAPSA qui a été donné, qui est lancé dans le mécénat d'entreprise et Artifarty qui en a été bénéficiaire. Tout ça pour vous dire que nous, notre rôle, c'est un peu un rôle d'intermédiaire, et si on peut monter en compétence pour accompagner plus le dirigeant et lui donner encore plus envie de se lancer et finalement de dire que c'est pas si compliqué que ça, on aura tout gagné. Donc voilà, je laisse la main à nos 2 clients, CAPSA et Artifarty pour la suite, pour le témoignage. Je vais laisser Félix commencer. D'accord. Merci Fanny. Bonjour à tous. Donc je suis Félix, directeur général de CAPSA Container. Je suis ravi aussi d'être présent pour ce témoignage avec vous. Le mécénat, c'est un sujet qui fait partie de l'ADN de notre société. Donc
on est content de pouvoir témoigner et d'essayer de partager avec vous ce que nous, ça nous a apporté, ce que ça nous a fait découvrir, les rencontres qu'on a pu faire et ce qu'on a su comme lien autour de ça. Donc, effectivement, le lien avec Artifarty, pour nous, avant toute chose, il a toujours été très fort parce que, historiquement, un de nos associés, le fondateur de CAPSA, était aussi membre d'Artifarty. Du coup, le lien a souvent existé. Et les territoires de transition, les projets, l'expérience que fait vivre Artifarty chaque année à ses différents festivaliers et autres partenaires, c'est des choses qui sont très proches aussi de l'ADN de CAPSA. Et du coup, ça nous a toujours permis de travailler ce territoire ensemble. Aujourd'hui, CAPSA, c'est une cinquantaine de salariés et c'est un engagement de mécénat qui est à peu près dans les moyennes que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, entre 15 et 40 000 euros à l'année. Ça dépend des années. Effectivement, sur l'année 2020, c'est un peu plus compliqué et on le regrette également. Par rapport à Artifarty, depuis la création de CAPSA, c'est près d'une centaine de milliers d'euros investis dans le mécénat. Je dis investi parce que c'est un sujet pour nous qui est aussi gage d'un retour, c'est-à-dire que le mécénat est un engagement pour accompagner un acteur, ça c'est un premier point et c'est l'essentiel, mais c'est également pour nous, et c'est ce que je voulais partager dans notre témoignage, la volonté d'accompagner plusieurs éléments et plusieurs étapes dans la vie d'une entreprise. Le premier, c'est l'engagement de nos salariés. Et quand on s'engage auprès d'Artifarty, nous, on a une moyenne d'âge d'une 30aine d'années chez CAPSA. Forcément, il y a un retour d'expérience auprès de nos salariés qui est génial parce qu'ils peuvent participer au festival, parce qu'ils se sentent proches aussi d'une organisation aussi virevoltante qu'Artifarty et le Festival du Sonore. Donc, ça les engage énormément. Ça les engage aussi sur d'autres sujets parce qu'on ne fait pas que du mécénat culturel. On fait aussi beaucoup de mécénat associatif. On a travaillé avec Notre-Dame des Sans-Abri, avec Emmaüs, avec Handicap International. Du coup, ça leur permet aussi de s'engager différemment pour une autre cause. Très récemment, on a rejoint aussi l'entreprise des possibles. Je voulais en parler parce que c'est une très belle initiative lyonnaise à laquelle nous, on a parfaitement adhéré parce qu'elle permet parfois de capitaliser et de rassembler plusieurs solutions en un seul et même lieu ou en tout cas en un seul et même organisme qui permet encore une fois d'ouvrir l'engagement à nos salariés, autre que l'engagement personnel qu'ils peuvent avoir, mais c'est l'engagement qu'ils ont aussi dans leur société. Donc ça, c'était un premier point. Et puis ensuite, le mécénat, dans notre traduction, on en a un peu échangé avec Fanny. Pour nous, c'est un lieu de rencontre. C'est la manière d'activer notre écosystème, notre réseau, et sous plusieurs axes. Le premier, c'est à 100% parce qu'on a rencontré beaucoup de gens en faisant du mécénat. Et pas forcément qu'en faisant du business, j'y viendrai juste après, mais aussi pour trouver des nouveaux partenaires. On a un très bel exemple où nous, aujourd'hui, on fabrique un projet, on fabrique des bureaux, on fabrique 2000 m² de bureaux à Paris. Un des interlocuteurs, c'est un cabinet d'architecture qu'on a rencontré via les Nuits Sonores. Alors, l'historique serait trop long à détailler, mais l'histoire fait qu'on s'est rencontrés autour du festival et de l'association. Et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir un super partenaire avec lequel on travaille sur des projets qui sont divers et variés et qui fait partie des principaux partenaires de CAPSA dans son développement. Donc, c'est un point qui est très important dans l'activation du mécénat pour nous à relever, c'est qu'on participe, on s'engage et on rencontre beaucoup de personnes. Et ça, c'est assez enrichissant parce que déjà, ça permet d'imaginer quelques projets. Et ensuite, dans le lien avec Artifarty, ça permet aussi d'ouvrir un autre sujet, c'est que l'environnement culturel et l'effervescence dans laquelle baigne Artifarty, ça permet aussi de créer des liens et des nouveaux partenaires très créatifs et d'imaginer des projets qui, sans doute, n'auraient pas eu lieu si on ne s'était pas rencontré dans un tel environnement. Donc ça, c'est un autre point supplémentaire sur cette approche du mécénat et en plus avec un tel partenaire pour nous qui nous a permis d'envisager des projets géniaux. Et puis le dernier point, c'est que effectivement, l'engagement dans le mécénat pour une société comme la nôtre peut aussi avoir des répercussions économiques. Et du coup, quand je vous parlais d'investissement au début, c'est quelque chose qu'on assume à 100% parce qu'on fait très peu de communication, on ne fait pas de presse, on ne fait pas de publicité ou que très rarement. En revanche, on est très engagé dans des situations, dans des solutions comme le mécénat parce que en fait, c'est notre manière de communiquer.
Et du coup, qui dit communication dit forcément derrière un retour sur cet investissement. Et ça nous a permis de faire des projets aussi avec certains partenaires. Et dans les deux sens. Parfois, CAPSA est venu avec des partenaires et les a présentés à Artifarty. Et parfois, c'est l'inverse. C'est des partenaires d'Artifarty qui sont devenus des clients de CAPSA. Donc, pour nous, c'est un cercle vertueux, enrichissant, créatif, par le lien avec Artifarty. Mais l'engagement social, sociétal, culturel que ça représente à la fin pour nos salariés, ça crée une équation qui est parfaite pour nous. Donc, si tous les mécénats et tous les engagements pouvaient être comme ça pour nous, ça serait parfait. Et j'espère que ça permettra à certains de trouver un peu d'inspiration dans ce qu'ils pourraient faire et ce en quoi ils pourraient s'engager. Merci Félix. Allez, je vais prendre la suite. Ça va être dur de suivre juste après. Merci. Bon, je pense que Félix a quand même résumé pas mal de choses sur notre histoire et effectivement l'histoire de notre relation. Je vais juste revenir un tout petit peu sur ce qu'est Artifarty parce que tout le monde ne connaît pas forcément, je pense, en tout cas dans cette présentation. Et puis après, effectivement, je vais revenir sur nous, ce que ça nous apporte, cette relation de mécénat et cette relation avec les mécènes dans notre travail au quotidien. Donc Artifarty est une association loi 1901 qui a été créée en 1999 à Lyon, donc ça fait effectivement plus de 20 ans maintenant qu'on est présent sur le territoire et c'est une structure qui est engagée au quotidien pour défendre l'indépendance de la culture, les nouvelles pratiques artistiques et puis l'émergence et surtout la jeunesse, donner la parole aux nouvelles générations. La logique aussi d'Artifarty, c'est on est né il y a 21 ans, donc évidemment, j'étais pas là, mais les fondateurs, quand ils ont imaginé la création d'Artifarty, le but était aussi d'imaginer un autre modèle de la culture et un modèle entrepreneurial de la culture, ce qui à ce moment-là, en France, à Lyon, n'était pas tout à fait un mot encore peut-être bien accepté, mais la logique est tout simplement d'essayer de construire un modèle économique plus pérenne avec des revenus propres qui sont croissants. Donc, on est maintenant une structure qui est autofinancée à 92% et qui a un modèle un petit peu original parce que c'est une sorte de holding associatif. Donc, on a la maison mère en haut, en gros, qui est une association, des sociétés, des SAS qui sont créées pour différents projets, type le Sucre, si vous connaissez, qui est un lieu de culture, clubbing, qui est un rooftop qui est sur le toit de la Sucrière à Lyon. On a également créé, par exemple, HIT, qui est un food court qui est à Confluence. Et ces sociétés génèrent des bénéfices, sauf que Artifarty, l'association, étant l'actionnaire principal de ces sociétés, les bénéfices remontent à la maison mère, mais comme on a but non lucratif, sont réinvestis dans des projets. Donc, ça nous permet tout simplement, à travers ce modèle économique, de financer des projets qui sont par nature déficitaires. Typiquement, on organise un événement qui s'appelle European Lab, qui est un forum, qui est un lieu de débat d'idées, qui donne notamment la parole aux nouvelles générations. D'ailleurs, on pense qu'en cette période, c'est de plus en plus important parce que c'est quand même pour nous l'avenir de notre pays. Et ils n'ont quand même pas le moral, donc on va continuer encore plus à pouvoir les soutenir et à construire l'avenir avec eux. Et ça, typiquement, un forum qui est gratuit, accessible à tout le monde, qui parle de démocratie, de la ville, d'engagement, s'il n'y a pas de recette autre pour le financer, ça ne marche pas. Donc nous, notre logique était justement de se détacher des subventions publiques, de construire un modèle économique pérenne où on ne va pas être mis en danger par des rachats de gros groupes, parce que c'est quelque chose qui est peut-être pas trop visible, mais qui est quand même très présent dans la culture, avec des acteurs comme Live Nation qui peuvent racheter plein de festivals ou de structures culturelles. Donc nous, on veut se protéger de ça. Et puis le but est effectivement de multiplier les collaborations avec des acteurs différents pour pouvoir réussir à construire une indépendance. Donc en termes de chiffres, pour vous donner aussi un panorama, on est sur un budget global sur l'ensemble de nos structures qui fait 1,2 million. Donc en 2019, évidemment, on ne va pas parler des chiffres de 2020, qui sont un peu plus complexes. On a 8% donc de subventions sur ces 11,2 millions et la majeure partie de ces subventions provient de l'Union européenne sur des appels d'offres qu'on a remportés sur de gros projets qui sont des coopérations avec d'autres pays, avec d'autres festivals, dont le Sonar à Barcelone, qui est un autre gros festival de culture électronique. Pour revenir après sur Nuit Sonore, et effectivement cette logique de partenariat avec CAPSA notamment, et puis d'autres acteurs lyonnais et autres. Donc Nuit Sonore est un festival qui a fêté ses 18 ans en 2019. C'est un festival 100% urbain,
qui a été construit en lien avec la ville de Lyon et pour la ville de Lyon, dans le sens où il y a plus de 50 lieux dans la ville qui ont été investis par le festival, qui accueillent 150 000 festivaliers par an, toujours à l'ascension, on va dire en année normale, et qui est dans une logique de s'emparer de friches industrielles pour leur donner une seconde vie, les transformer, les ouvrir au public et on va dire voilà, repermettre un lien avec ce patrimoine lyonnais et la ville. Et on a été sur des sites comme la Sucrière avant que la Sucrière soit réhabilitée, les Subsistances, la Halle Girard qui maintenant achète le lieu totem de la French Tech, qui est un lieu qu'on gère, le Food Court Eat, etc. Donc c'est un festival dont le but est clairement d'essaimer de partout dans la ville avec une programmation gratuite et une programmation payante aussi évidemment. On est sur un budget de 3,6 millions environ, dont 100 000 euros à peu près de mécénat, entre 100 et 150 000 euros selon les années, avec du mécénat et de compétences et en nature qui est fondamental pour nous et du mécénat financier. Et puis, on a environ 700 000, 800 000 euros d'activation de marque. Je parle bien d'activation plus de sponsoring parce qu'on est vraiment passé dans, on va dire, de la brand expérience pour toucher les nouvelles générations. Et on a évidemment d'autres mécènes qui sont présents sur l'ensemble de la structure parce que leur but est de soutenir plutôt les valeurs d'Artifarty et tous les projets que de soutenir un axe en particulier. Donc, c'est vrai qu'on a des mécènes qui sont engagés voilà, de manière plus large. En tout cas, pour Nuit Sonore, et puis effectivement, pour revenir un petit peu sur ce lien avec CAPSA, c'est quelque chose qui pour nous est fondamental parce que c'est un mécénat qui nous permet tout simplement d'accueillir au mieux le public, parce que si on n'avait pas la mise à disposition des conteneurs de CAPSA et la mise à disposition du savoir-faire des équipes de CAPSA qui va avec, et ben, on ne pourrait pas accueillir tout simplement le public dans des conditions parfaites. En tout cas, ce serait clairement moins bien, parce qu'on n'aurait pas des conteneurs billetterie à l'entrée, on n'arriverait pas à créer des scènes ou des œuvres artistiques ou de la signalétique avec des conteneurs, ce qu'on a fait plein d'années différentes. On a fait une année où toute la scénographie de Nuit Sonore, parce qu'on travaille avec des architectes et des scénographes chaque année pour avoir une meilleure expérience festivalière, et ben, tout ça a été construit en conteneurs. Vous avez 75 conteneurs cette année-là. Exactement. Donc, c'était quand même un beau petit record et je pense que ça a dû pas mal mobiliser les équipes de CAPSA et effectivement réussir aussi à montrer que un savoir-faire industriel peut devenir une œuvre d'art et peut faire pleinement partie d'une scénographie artistique dans d'anciennes friches industrielles. Donc, c'est quand même un super rendu, un super challenge. Ça a été pour les deux équipes. Aussi, autre élément, je pense, qui est important de mentionner, c'est la créativité. Parce que mêler effectivement un savoir-faire culturel, créatif et un savoir-faire créatif aussi industriel, ça permet d'ouvrir des perspectives et de permettre voilà, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé en fait si on n'avait pas eu des échanges réguliers avec CAPSA, avec les archis, avec toutes ces équipes qui nous entourent. Donc ça permet aussi de renouveler, de surprendre les publics et voilà, d'être toujours plus innovant. Et puis effectivement, comme l'a dit Félix, ça nous permet aussi d'avoir un lien fondamental avec d'autres partenaires, que ce soit des entreprises qui un jour peuvent être partenaires de Nuit Sonore, qui peuvent être mécènes, qui peuvent être sponsors, qui peuvent privatiser nos lieux parce que c'est également une de nos activités, ou qui peuvent tout simplement travailler avec nous parce que parfois on se rend compte qu'il y a des super prestataires qui sont chez CAPSA et nous on a envie de travailler avec eux. Je pense à des menuisiers avec lesquels on travaille. Donc ça permet tout simplement effectivement d'élargir son réseau dans une logique et bienveillante et une logique, j'ai envie de dire, d'émulation positive où chacun va apporter sa pierre à l'édifice pour améliorer ce que peut faire l'autre, améliorer aussi peut-être le niveau qu'on peut atteindre et dans le business et dans ce qu'on partage avec le public pour nos événements. Et effectivement, ça permet de nourrir toujours des équipes, encore plus, je pense, effectivement, dans cette logique de pérennité. C'est là où le mécénat est important quand il est envisagé à long terme, c'est qu'il permet au fur et à mesure d'avoir une implication des équipes toujours plus grande, des innovations qui peuvent soit nourrir effectivement des idées, ouvrir les chakras, j'ai envie de dire, puis peut-être un jour ouvrir des perspectives aussi business, même si c'est pas le premier axe, ça peut quand même en fait venir naturellement. Et puis effectivement, ça peut permettre d'avoir des surprises pour le grand public, notamment nous, pour les jeunes générations, égale les constructeurs quand même de notre pays et de la ville de demain. Donc voilà, je pense que tout le monde s'y retrouve et puis c'est important. Et voilà, un grand merci aussi à Anne-Micale de nous avoir donné la parole aujourd'hui. Je crois qu'on était très contents tous les deux de pouvoir le faire.
On n'avait pas une petite vidéo là, Valentine? Voilà. Attention, ça décoiffe. Un bon petit résumé. J'espère qu'on va pouvoir vite revivre ça. Vous avez pu voir effectivement du Nuit Sonore avec et la fête et la transformation des lieux industriels. Et puis vous avez pu voir des forums, des prises de parole avec des speakers, des activistes, les gens qui portent le monde, on l'espère, de demain, qu'on espère forcément meilleur. De la food culture. Alors là, vous voyez les super conteneurs avec cette fameuse scénographie à partir de conteneurs et ces totems signalétiques et scénographiques. Donc voilà, un petit peu tout ce qui pour nous porte le monde de demain, des valeurs positives, des valeurs qu'on espère transformer voilà, ce monde qui est un petit peu morose en ce moment quand même et qu'on espère voir quand même revivre. Et voilà, pour construire ensemble, donner la parole aux nouvelles générations et construire demain plus sereinement. Merci beaucoup Fanny, merci beaucoup Félix de votre intervention tous les deux parce que c'était très concret, très vivant et j'espère très inspirant pour le parterre d'entreprises qui nous écoutent. On passe la main maintenant avec Cégide Solidaire et Anne-Fleur Naudot et avec Ronald Pia et Nora Guérinel. Donc à nouveau, merci Nora d'avoir accepté de nous accueillir dans les superbes locaux de Ronald Pia. C'est partie remise pour du présentiel. Je vous laisse la place. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné cette opportunité de nous présenter. On est très contente de pouvoir parler de notre partenariat. Je commence du coup à présenter très rapidement Cégide et puis après, Enora présentera Ronald Pia pour qu'on ait un peu pour que tout soit clair. Donc Cégide, c'est une entreprise, c'est un éditeur de logiciels de gestion. Une entreprise qui a été créée à Lyon en 1983 par Jean-Michel Aulas, qu'on ne présente plus, mais pour ceux qui ne sont pas très sportifs comme moi, je le présente quand même, c'est le président de l'Olympique lyonnais. Donc Cégide, c'est une entreprise d'éditeur de logiciels, notamment dans le domaine de la compta, de la gestion, de la paye, des RH, mais aussi dans le domaine du retail. C'est un éditeur de logiciels de caisse, donc pour quelques marques que je vous cite comme ça pour vous donner un peu une idée, comme Kousmiti, Longchamp, l'Occitane par exemple. Donc créé en 1983 et en 2014, sous l'impulsion de Jean-Michel Aulas, une volonté de créer une structure d'intérêt général, avec pour objectif notamment de soutenir les domaines de l'éducation, de la recherche fondamentale et de la santé. Donc, au départ, 2 structures d'intérêt général ont été créées, une fondation et un fonds de dotation, avec pour objectif de créer un écosystème entre les partenaires et une structure d'intérêt général qui était très, très lyonnaise, avec notamment dans les premiers partenariats en 2015, l'incubateur Ronald Pia. Donc, du coup, Enora, si tu veux présenter Ronald Pia en quelques mots pour qu'on sache qui vous êtes. Bien sûr. Merci en tout cas. Et puis, encore une fois, comme l'a dit Delphine, c'est que partie remise pour accueillir un autre événement chez Ronald Pia autour du mécénat, puisque en quelques mots, donc Ronald Pia, on est une association reconnue d'intérêt général créée en 2012 qui a pour vocation d'accompagner gratuitement des créateurs et des dirigeants d'entreprises sociales, donc
des hommes et des femmes qui utilisent l'outil entrepreneurial, mais au service de l'intérêt général et pour adresser des besoins peu et pas couverts dans le champ de la santé, de l'éducation, du handicap, de la grande exclusion. Et donc, nous, on est là pour leur offrir un espace d'accompagnement et leur permettre de maximiser leur chance, leur impact, et leur pérennité. Merci. Du coup, donc pourquoi, à l'origine, pourquoi on a créé deux structures d'intérêt général? Je pense pour avoir un panel assez large d'actions. Le fonds de dotation a une capacité de collecter des fonds un peu plus largement que la fondation. Il n'est pas soumis aux contraintes pluriannuelles ni à une gouvernance assez réglementée. Et la fondation a l'avantage d'avoir quelque part un label fondation qui permet de communiquer plus facilement à l'extérieur. Le côté fondation a un côté plus intérêt général, alors que le terme fonds de dotation est un peu moins glamour et a moins ce côté un peu intérêt général. On peut passer à la slide suivante. Et du coup, donc moi, je suis arrivée en septembre 2018 chez Cégide Solidaire. Et on a décidé avec le président de Cégide Solidaire actuel, qui est Antoine Watine, de reformuler un peu la stratégie de cette structure d'intérêt général, d'essayer de plus être en cohérence avec l'ADN de Cégide. Et du coup, on a finalement fait le choix de garder uniquement le fonds de dotation. On a laissé la fondation arriver à son terme en août 2019, après les 5 ans. Et on a gardé uniquement le fonds de dotation qu'on a rebaptisé du coup Cégide Solidaire pour des raisons, vous l'aurez compris, de communication, pour que ce soit un peu plus sympa. Et on a tenté de clarifier vraiment à la fois notre vision et nos domaines, nos champs d'action. On s'est concentré sur 2 champs d'action qui sont l'éducation et l'entrepreneuriat, avec pour objectif d'utiliser les outils numériques à des fins d'épanouissement, d'épanouissement personnel, d'intégration sociale et de promouvoir vraiment ces outils numériques au service de l'humain. On travaille aujourd'hui avec 7 associations partenaires qu'on soutient sur plusieurs années. Donc pour nous, j'allais dire que le soutien minimum, c'est presque 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que finalement, des partenariats très courts, trop courts, une année, ça ne permet pas vraiment de mesurer l'impact de nos actions. Et pour nous comme pour l'association, ce n'est pas bénéfique. On soutient avec un partenariat, évidemment une dotation financière. On a un budget annuel de 400 000 €. Je ne sais pas si c'est vous le son ou moi. Qui fait autre chose à côté? Ah voilà, c'est bon. Du coup, on a évidemment un soutien avec une dotation financière. On a un budget annuel de 400 000 € qui nous permet du coup de soutenir des associations avec des dotations annuelles entre 10 000 et 50 000 €. Et aussi, très important, on fait ce qu'on appelle du mécénat de compétences. Qu'est-ce que c'est que le mécénat de compétences? On met au profit des associations qu'on soutient les compétences de nos collaborateurs. Pour nous, c'est vraiment fondamental. On est effectivement un fonds de dotation distributeur, mais on a aussi vocation et on a envie de faire participer nos collaborateurs à l'intérêt général. Et pour nous, quand on tisse un partenariat avec une association, on construit aussi cette relation-là avec nos collaborateurs parce qu'on a évidemment envie et besoin de faire vivre nos actions en interne et de pouvoir expliquer aussi à aux collaborateurs de Cégide ce que c'est que Cégide Solidaire, à quoi on sert, pourquoi, pour que ce sentiment de solidarité soit vraiment diffus au sein de l'entreprise. Voilà, on peut passer à la slide suivante où je vous ai mis quelques chiffres clés pour que vous ayez vraiment en tête ces chiffres importants. Donc, en France, on est 2200 collaborateurs chez Cégide, il y en a 3000 en tout dans le monde, mais en France, on est 2200, sachant que Cégide Solidaire agit en France. Pour le moment, on n'a pas encore eu l'opportunité, ou en tout cas l'ambition d'essaimer nos actions à l'international. Pourquoi pas demain, mais pour le moment, on se concentre vraiment en France. On a 20 sites Cégide en France, dont 4 vraiment majoritaires. Il y a Lyon, Paris, Roubaix et Aix-en-Provence. Donc, Cégide Solidaire est basé à Lyon. C'est là où vraiment on fait rayonner la majorité de nos actions. Mais on a aussi
l'ambition d'essaimer un petit peu partout en France, et notamment en s'appuyant sur nos associations qui, elles aussi, mènent des actions un peu partout en France. Et notre première ambition, c'est déjà d'essayer d'essaimer nos actions sur les gros sites que je viens de vous citer, où on a plus d'une centaine de collaborateurs et où c'est plus logique et plus facile pour nous d'impliquer nos collaborateurs. Sur l'année 2020, qui a été un peu particulière, on a quand même réussi à impliquer une soixantaine de nos salariés dans des missions de mécénat de compétences. On a un objectif qu'on s'est fixé pour l'année prochaine de doubler tout ça, donc de passer à 150 collaborateurs. Et on a mis en place avec la DRH ce qu'on appelle un système de jours de congé mécénat qui nous permet d'inciter nos collaborateurs à participer à des missions solidaires. Donc, les 3 jours mécénat, c'est tout simplement quand un collaborateur a envie de participer à une mission de mécénat de compétences, au lieu de poser un jour de congé qui évidemment est pour lui un petit peu, pas forcément très favorisant, il a droit à un crédit de 3 jours qui lui permet de l'inciter davantage à mener des actions solidaires. Pour vous donner un peu une ordre d'idée des actions solidaires qu'on mène, on peut passer à la slide suivante. On a deux types de programmes. Le premier programme qu'on a baptisé Connecté à la solidarité, qui est donc un programme qui propose différents types de missions à nos collaborateurs. Donc, ça peut être des missions très ponctuelles, ça peut être un accompagnement de 2 heures où un collaborateur va donner des petits tips, des petits conseils à un jeune de l'association Sport dans la ville pour créer son CV, avoir un peu les codes de l'entreprise. Donc, ça peut se faire 2 heures sur Zoom. Et ça peut être un accompagnement plus long sur 1 an à 2 ans, où un salarié chez nous va être parrain d'un entrepreneur avec l'association 60 000 rebonds, par exemple. Et après, je ne dévoile pas trop parce que Enora va présenter un peu plus d'actions mécénat de compétences qu'on a eu particulièrement avec les entrepreneurs de Rhône-Alpia. Et le deuxième programme qu'on a mis en place qui permet aussi de valoriser nos actions en interne, c'est ce qu'on appelle les coups de cœur solidaires. Une fois par an, on lance un appel à projet annuel auprès de nos collaborateurs. Et chaque collaborateur qui connaît ou est bénévole dans une association qui évidemment œuvre dans nos champs d'action, c'est-à-dire éducation, entrepreneuriat, a la possibilité de nous soumettre un projet. Il passe devant une commission composée de collaborateurs, etc. Et ce projet bénéficie d'une dotation annuelle ponctuelle de 1 000 à 3 000 euros. Voilà, ce qui nous permet aussi de rendre nos collaborateurs acteurs de la solidarité, ce qui nous permet nous aussi de connaître d'autres projets, d'autres associations souvent plus petites, moins structurées et qui n'ont pas forcément les capacités d'aller faire de la recherche de fonds. Voilà, et juste quelques mots aussi pour tirer un point un peu positif de cette crise du Covid, qui évidemment a ralenti, a freiné énormément d'actions qu'on pouvait mener, puisqu'on faisait beaucoup d'événements qui nous permettaient de faire rencontrer les salariés, enfin nos salariés et les associations qu'on soutient. Donc c'était des événements physiques, un cocktail, une présentation, des témoignages, etc. On a mis en place au mois de novembre de cette année une plateforme qui nous permet de référencer nos 7 associations partenaires et sur laquelle on poste régulièrement des missions qui sont possibles et qui sont possibles et réalisables à distance. Donc finalement, cette crise du Covid nous a permis de nous rendre compte que c'était tout à fait possible d'impliquer nos collaborateurs à distance. C'était même parfois pour certains plus facile de s'impliquer, peut-être moins, ça faisait moins peur. Et on a finalement, donc ça démarre tout juste, mais on est finalement très content de cette opportunité qui s'offre à nous et qui nous permet d'impliquer nos collaborateurs très différemment avec un engagement à distance et de démultiplier l'impact de nos actions. Voilà, donc après, je pense que je vais passer la parole à Enora qui va nous présenter un peu comment Cégide s'est engagé avec vous et comment on a noué ce partenariat au service de l'innovation sociale. Merci Anne-Flore. Effectivement, ce qui est important peut-être à repréciser dans le contexte de notre association, c'est que le mécénat est un des 3 piliers de notre modèle économique, avec les subventions publiques et puis une action de partenariat plutôt de prestation. Et cet engagement auprès des entreprises ou des grands comptes du territoire
elle nous permet de rendre accessible gratuitement un accompagnement à des créateurs ou des dirigeants d'entreprises sociales, vraiment de faciliter la capacité de faire voir le jour leurs entreprises, mais aussi d'avoir accès, comme on le disait précédemment, à un réseau, à des expertises, parce que le mécénat, il va bien au-delà d'un apport financier qui permet de rendre accessible le service, en tout cas qu'on porte chez Ronalpia, qui est l'accompagnement d'entreprises sociales. Le partenariat avec Cégide Solidaire, il est né en 2015, donc ça fait déjà 6 ans qu'il perdure et c'est important de le préciser. En tout cas, ce qui est très agréable pour des associations d'intérêt général, c'est de voir ces actions inscrites dans le temps. Parce qu'on le sait, pour qu'il y ait un impact à la fois sur un territoire, mais aussi sur des bénéficiaires ciblés, voilà, c'est important de pouvoir avoir des actions qui s'inscrivent sur une temporalité longue et puis aussi qui s'inscrivent, et c'est le cas de notre partenariat avec Cégide Solidaire, vraiment dans le projet associatif et qui ne viennent pas décaler, j'allais dire, et faire créer des nouveaux projets aux associations. Et c'est vraiment important parce que ce n'est pas toujours le cas, voilà, d'avoir des mécènes qui s'inscrivent vraiment dans l'ADN et dans le projet associatif, avec lesquels, bien sûr, on construit le contenu du partenariat pour que ce soit à la fois gagnant-gagnant, gagnant pour les collaborateurs Cégide et gagnant pour aussi les entrepreneurs qu'on accompagne. Donc concrètement, on voulait vous donner quelques actions qu'on met en place pour vous inspirer peut-être dans vos politiques de mécénat actuelles ou à venir. Ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle des cafés ou des lunchs inspirants. C'est des temps de sensibilisation à destination des collaborateurs où des dirigeants d'entreprises sociales viennent témoigner le temps d'1 heure pour partager leur parcours d'entrepreneur, leurs écueils, leurs apprentissages, leurs galères, voilà, pour à la fois inspirer et puis pour aussi dédramatiser et faire connaître les actions, j'allais dire, d'intérêt général qui sont sur leur territoire, dans lesquelles ils peuvent s'impliquer bénévolement ou en tant que consommateurs s'ils le souhaitent. On en a parlé, mais ce qu'on met aussi en place et ce qui est très fort, c'est le mécénat de compétences, puisque un jeune entrepreneur, il doit être un peu mouton à 5 pattes et sa qualité, c'est d'aller chercher des expertises ailleurs, et notamment à travers ces actions de mécénat de compétences, qui peuvent se traduire de différentes manières, mais soit à travers des temps d'accompagnement individuel, soit à travers d'animation des temps de formation. On a mobilisé des collaborateurs Cégide pour permettre à nos entrepreneurs de construire leur stratégie commerciale, de bien comprendre les premières étapes d'un recrutement à travers le temps et l'expertise d'une DRH. C'est aussi d'arriver à mettre en place à travers des actions de mécénat ce qu'on appelle l'achat responsable, puisque les associations et entreprises qu'on accompagne, elles peuvent venir aussi nourrir la politique d'achat qu'a l'entreprise, le grand compte. Et ça, c'est important puisque effectivement, on est aussi là à travers ces partenariats pour créer des opportunités business pour les entreprises sociales et pour favoriser leur pérennité. Donc voilà, c'est créer des espaces pour faire rencontrer à travers des temps de speed meeting des entreprises qui pourraient venir apporter des services d'événementiel, de traiteurs, de ménage, mais tout ça fait, on va dire, dans l'ADN ESS. Mais ça peut être aussi voilà, des temps d'organisation qu'on va, des temps qu'on va organiser autour de collecte de produits de première nécessité, sur lesquels les collaborateurs peuvent se fédérer au profit d'une association locale qui œuvre par exemple dans le champ de la grande précarité. Ce qu'on a aussi mis en place, c'est l'avantage, j'allais dire, d'être dans ce collectif Cégide Solidaire, c'est aussi de pouvoir avoir des actions mutualisées entre des structures d'accompagnement. Vous l'avez vu, ce partenariat, il nous permet, nous aussi, en tant qu'association du territoire, de coopérer et de créer des espaces, des temps d'accompagnement avec les autres structures qui sont soutenues par Cégide Solidaire. Et ça, c'est une des autres valeurs ajoutées. Et puis, c'est aussi l'occasion de vraiment mettre en place
des projets qui peuvent être co-construits. C'est le cas d'un projet qui s'appelle Loticiel, qui a vraiment une compétence numérique et qui là vient vraiment faire écho à la compétence première de Cégide. Et donc, il y a tout un collectif de collaborateurs qui s'est mobilisé pendant quelques mois pour développer, pour faire des actions de développement pour cette jeune entreprise sociale. Et puis, on voulait aussi vous partager une action qui a pas marché parce que c'est aussi, enfin voilà, on teste et on essaye des choses. C'était autour du mécénat en nature puisque Cégide nous avait proposé de mettre à disposition de nos entreprises sociales leur logiciel comptable, mais qui était un peu trop costaud, on va dire, pour des jeunes entreprises sociales. Donc voilà, c'est aussi des apprentissages et chaque année, on essaye de nouveaux formats pour rendre notre partenariat, j'allais dire, gagnant-gagnant à la fois pour les collaborateurs, mais aussi pour les entrepreneurs sociaux qu'on accompagne. Voilà, pour que vraiment pour faire vivre ce mécénat et qu'il aille bien au-delà d'une contribution financière, mais qui soit riche d'expertise, de temps homme et d'opportunités pour les uns comme pour les autres. Merci, c'est super riche, d'autant que vous avez tous les deux noué des relations dans le temps. Et ça, c'est certainement un des plus gros besoins des associations, c'est ce soutien dans la durée de la part des entreprises, plutôt que de réinventer la roue chaque année et d'aller trouver de nouveaux partenaires. Et ça, c'est très enrichissant d'avoir du coup vos retours et ce côté, on travaille ensemble pour faire avancer les choses et pas, on n'est pas en train de créer, ce que tu disais, Nora, un projet pour que ça rentre dans les cases d'une entreprise. L'entreprise s'insère dans vos cases à vous. Et ça, c'est vraiment très, très important. Je vous propose d'ouvrir les questions-réponses, sachant qu'il y a eu déjà pas mal d'échanges pendant les présentations. Est-ce que Valentine et Léo, vous avez des questions à nous faire remonter ? Oui, alors bonjour à tous. Il y a Dominique Sébillo de chez Circulart qui nous demande quel est l'impact de la loi Finance 2019 et de la franchise de 10 000 € sur le développement du mécénat dans les très petites entreprises. Alors, oui. Ouais, je crois que votre étude, l'étude que vous avez faite justement, Anne-Mickaëlle, a démontré aussi que ce seuil de 10 000 € était assez peu connu des petites entreprises et donc qui aujourd'hui d'ailleurs à 20 000 €. Il a été augmenté au 1er janvier 2020. Et étant peu connu, c'est vrai que son impact aujourd'hui, voilà, on ne sait pas si c'est en effet le développement du mécénat de manière générale qui va faire augmenter le mécénat des petites entreprises ou si c'est ce seuil qui, étant un peu plus connu, encouragera les entreprises à faire du mécénat. Donc, on n'a pas assez de recul à ce jour, en effet, pour pouvoir créer un lien de cause à effet entre ce seuil et, en effet, l'augmentation du mécénat des petites entreprises. Peut-être que l'étude qu'on aura, le baromètre dans 2 ans, nous permettra là de voir en effet si ça a eu un impact ou non sur la déclaration de mécénat des petites entreprises. Pour l'instant, c'est trop prématuré. C'est exactement ça, Alice. Merci. Je me permets simplement de rajouter quelque chose. Merci pour la question qui est très pertinente et c'est un des enjeux clés aussi pour Anne-Mickaëlle de réussir à mieux faire connaître cette franchise pour participer au développement, à la facilitation du mécénat des petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, elles représentent un vivier considérable pour le développement du mécénat. Et ça sera l'une des clés pour le développement du mécénat dans son global que de réussir à les embarquer. Et là, effectivement, il y a encore une méconnaissance du dispositif. C'est ce que fait remonter l'enquête. Il y a eu plusieurs questions sur cet item. Cet item un peu au plus large, la connaissance de la réforme de la loi mécénat en 2019. Donc, effectivement, il y a eu la mise en place de cette franchise pour faciliter le don des petites entreprises et puis l'instauration
d'un seuil de défiscalisation un petit peu en dessous des 60% que vous connaissez pour les très grands donateurs et les entreprises qui donnent plus de 2 millions d'euros par an. Donc, il s'est vu abaisser de 60 à 40 pour les dons qui dépassent ce seuil. Et effectivement, cette mesure est très connue par les entreprises concernées, on s'en doute. Mais effectivement, par contre, pour la franchise, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire et on s'y attellera chez Amical. Et effectivement, pour les impacts, on espère avoir des éléments plus concrets lors du prochain baromètre et on suivra évidemment tout ça de près. Est-ce qu'on a une autre question peut-être, Valentine? Oui, alors il y avait Raphaël Blache qui nous demandait quelles sont les initiatives de mécénat collectif dans la région. Oui, j'ai oublié de faire coucou quand on en a parlé. Alors, dans la région, c'est assez riche parce que déjà, on ne peut pas ne pas citer l'entreprise des possibles dont a parlé Félix tout à l'heure, qui est une initiative pour lutter contre le sans-abrisme à Lyon, initiée par Alain Mérieux et qui réunit plus d'une 50aine d'entreprises de toute taille déjà aujourd'hui, sous 3 formes. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Ensuite, on a la Fondation Émergence qui est née il y a 10 ans, qui rassemble une vingtaine d'entreprises. Et là, c'est de l'accompagnement de projets d'entrepreneurs sociaux sur du mécénat de compétences. Et on peut citer aussi Mécène Ardèche, qui est une structure, un fonds de dotation monté par des TPE en Ardèche et qui, 1 ou 2 fois par an, rassemble les TPE de son réseau pour leur présenter des projets d'intérêt général et chacun vote en fonction de son enveloppe budgétaire et du projet sur lequel il souhaite flécher son don. Voilà les 3 structures auxquelles je pense. Il y en a peut-être d'autres, hein, parce que... Et ça se développe de plus en plus, ce côté faire ensemble. Soit ça émerge parce qu'il y a une entreprise ou des entreprises qui ont détecté un besoin, soit ça émerge par un porteur de projet qui, lui, fait remonter ce besoin. Ronalpia, par exemple, moi j'estime que vous avez fait remonter ce besoin d'accompagnement et que ça a permis de toucher des mécènes qui sont touchés par le sujet de l'entrepreneuriat. Et comme on sait que c'est bien sur la ligne rouge de l'intérêt général, ça leur permet en tout cas de pouvoir faire du mécénat tout en soutenant l'entrepreneuriat, qui est social. On peut aussi peut-être évoquer plus largement dans les Alpes, là, le fonds de dotation des Petites Pierres, qui est aussi un collectif d'entreprises qui abondent chacune, je crois qu'il y a 4 entreprises qui abondent un fonds commun et qui permet ensuite de redistribuer ces sommes à des projets qui sont identifiés via une plateforme de crowdfunding qui s'appelle les Petites Pierres. Là, ça aussi, c'est une méthode de mécénat collectif original portée par Somfy et qui a permis justement de renforcer son impact en y associant d'autres entreprises au sein du fonds. Merci d'avoir répondu à cette question. Alors maintenant, on a une question plus particulièrement pour Anne-Fleur Naudot au Cégide. Donc, Monsieur Herbert nous demande, est-ce que la 60aine de collaborateurs engagés ont fait appel à ces 3 jours de congé et ou ont consommé sur leur stock? Et est-ce que c'est un indicatif qui marche? C'est une super bonne question. Alors non, ils n'ont pas tous fait appel à ces 3 jours parce qu'il y en a qui ont une gestion personnelle de leur temps et que du coup, voilà, ils peuvent faire ça sur un peu leur temps personnel. C'est rigolo que vous posiez cette question parce que quand on a mis ça en place avec Antoine Watine il y a du coup 2 ans et demi, on pensait vraiment que ce serait un vecteur d'engagement massif. Et en fait, on se rend compte que ça ne l'est pas tellement. Je pense aussi qu'il y a on a encore un travail de communication à faire sur ces 3 jours parce qu'on se rend compte que certains collaborateurs ne sont pas forcément au courant. En tout cas, je pense que ne pas le faire est dommageable. Je pense qu'il faut le proposer. Après, il faut énormément communiquer dessus parce que 3 jours, je pense que c'est relativement suffisant parce que généralement, les missions de mécénat de compétences, c'est rarement une journée complète. C'est plutôt des heures par-ci par-là. Donc, 3 jours sur une année, ça me semble déjà bien. Après, c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant. Il faut énormément
communiquer et en tout cas faire témoigner des collaborateurs sur l'intérêt pour eux d'avoir participé à des missions solidaires, qu'est-ce que ça leur a apporté. C'est plus ça finalement qui est incitatif que ces 3 jours qui sont un petit peu, j'allais dire, administratifs. En tout cas, c'est nécessaire de le mettre en place. Après, il faut agrémenter tout ça et il faut vendre aussi la solidarité différemment. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Si, mais je pense que tu as dit quelque chose d'important. Je sais que Lucille est en ligne aussi de la Fondation Somfy. Donc, comme disait Alice, il y a 2 choses chez Somfy. Il y a la fondation d'entreprise et il y a un fonds de dotation. Et au sein de la fondation d'entreprise, ils proposent énormément de journées solidaires. Et ils ont un succès fou puisqu'ils ont 350 à 500 personnes par an qui se mobilisent sur des journées solidaires. Mais ce qui explique bien Lucille quand elle en parle, c'est que c'est pas né en claquant des doigts. Et que, comme tu dis, Anne-Flore, voilà, il y a un temps de mise en route pour que les gens comprennent que l'entreprise facilite ça, que c'est dans la durée et que petit à petit, les gens s'intéressent à ce que fait une fondation et quelle est ma place là-dedans. Et si la place leur est laissée et dans le temps, ils s'inscrivent plus volontiers. Donc voilà, c'est des démarches à moyen terme. Oui, exactement. Et puis aussi proposer ces 3 jours, enfin une journée, 2 jours, 3 jours, 5 jours, ce que l'entreprise peut faire, c'est aussi montrer que l'entreprise a une vraie volonté de s'impliquer et d'impliquer les collaborateurs. Ne pas le faire, je pense que c'est un peu une marque de désengagement de l'entreprise. Là, c'est vraiment l'entreprise dit, nous, voilà, on a un souhait de participer à l'intérêt général et de vous donner l'opportunité à vous, salariés, de le faire. Voilà. En tout cas, je pense que c'est une excellente chose de le faire, mais comme dit Delphine, c'est des choses qui se mettent en place dans le temps avec des témoignages et des retours de collaborateurs qui sont finalement ça plus incitatifs que les 3 jours. Peut-être pour compléter ce témoignage, nous, ce qu'on voit autour de l'entrepreneuriat, c'est que les collaborateurs souvent se questionnent autour de ce qui pourrait apporter un entrepreneur à travers pas les préjugés, mais en tout cas tout ce qu'ils mettent autour de la création d'entreprise ou la gestion d'entreprise. Et je pense que ce qui est aussi important, c'est la manière dont on peut l'imaginer et le faire vivre à travers notre partenariat, c'est aussi qu'il y ait des marches pour accompagner le collaborateur dans l'animation de sa vie, on va dire, d'intérêt général dans l'entreprise. Souvent, les collaborateurs participent à ce premier temps de témoignage où ils comprennent un peu mieux les tenants et les aboutissants. Après, ils peuvent participer à des temps aussi où ils sont plus collectifs, mais en plus petits groupes, où ils peuvent apporter, mais il y a aussi les apports d'autres collaborateurs ou d'experts. Et puis, il y a des temps qui sont en individuel, comme on l'a dit, en expertise directe. Et du coup, ça permet aussi à tout à chacun de pouvoir s'impliquer et de faire des petits pas progressivement dans cette logique de mécénat pour faire tomber un peu les craintes et les freins qu'il y aurait à un engagement direct. Je dirais pour rebondir justement sur le mécénat de compétences et l'implication des collaborateurs, j'aurais une question à Monsieur Besner justement, puisque c'est un levier fort aussi pour vous dans le cadre du mécénat, de l'implication des collaborateurs. Comment concrètement vous mettez en œuvre cette implication? Comment vous les tenez informés? Comment vous les impliquez dans vos actions de mécénat? Vous devez voilà. Ouais, c'est bon. Il y a différentes applications, il y a différents engagements, et puis on va dire qu'il y a différentes motivations aussi. L'avantage, c'est que sur les sujets dont on a parlé avec Artifarty, c'est assez naturel. Il n'y a pas besoin de beaucoup forcer. Tout le monde est très engagé. Tout le monde veut participer à la pause, veut participer au festival. Du coup, dans cette dynamique-là, c'est pas très compliqué. Ce qu'on essaie de faire simplement, c'est d'avoir aussi une prise de parole en interne parce que on se rend compte que nous, on est une PME, mais même avec une quarantaine, une cinquantaine de salariés, avoir des moments d'échange avec nos équipes, c'est des moments qui sont aussi privilégiés, qui sont importants. Et du coup, c'est toujours des moments assez faciles pour le faire. Et c'est aussi des moments dans lesquels on peut se retrouver avec eux sur le festival. Donc ça a toujours été des bonnes expériences
des très bons souvenirs pour beaucoup d'entre eux. J'ai des bonnes mémoires et des bons souvenirs en tête. Et à côté de ça, quand on va être sur des sujets autres culturels, on va aussi avoir une autre forme d'engagement. Typiquement, on a participé à des projets avec la Biennale qu'on a accompagné, où là, on a pu avoir des entrées avec des visites privées de la Biennale pour nos salariés, leurs familles et leurs enfants. Du coup, là, dans un autre contexte et dans un autre créneau, ça engage beaucoup et ça plaît beaucoup. Parce que c'est participatif, mais du coup, autrement. Ça a été pareil avec Peinture Fraîche qu'on a accompagné. Ça a été, j'essaie de me souvenir de ce qu'on a pu faire, mais ça a été souvent des bons projets. Ça a été différent. On a fait aussi un mécénat avec l'École nationale des beaux-arts, où on les a accompagnés dans la création d'un projet avec une salle, avec une classe complète qui a travaillé sur un projet autour de la transformation du container, où là, du coup, l'engagement des équipes, il a été différent. Ça a été de participer au choix et à la validation de différents projets et de différentes initiatives de la part des étudiants. Du coup, l'implication était plus responsabilisante dans ce sens-là que participative ou expérientielle. Mais c'était très intéressant aussi et du coup, c'était valorisant pour nos équipes. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, le dernier point, c'est sur l'engagement social qu'on peut avoir ou associatif, plus dans la branche sociale, justement. Où là, du coup, c'est quelque chose sur lequel on ne force pas les choses parce qu'on ne veut pas s'acheter une bonne conscience, on ne veut pas donner l'impression à nos équipes que c'est obligatoire ou que c'est nécessaire. En revanche, quand ils ont envie de participer, de leur propre fait ou dans une initiative qui est portée, on les laisse libres de ça. Du coup, là, ça va être plus une dimension de solidarité qui est importante pour nous, mais sur laquelle on les laisse vraiment libres de leur choix. Parce que certains le font déjà eux de leur côté et n'ont pas forcément vocation à le faire dans ce contexte-là. Mais en revanche, à chaque fois, ça a fonctionné. Donc, voilà, c'est assez clair. Tout à fait, merci. Oui, très bien. Alors, on a une question pour Fanny de chez Arstivarty pour savoir comment la vague sanitaire impacte de manière pragmatique vos activités. Et est-ce que vous devez être plus présent sous une autre forme que celle de l'accueil du public? Voilà. Il faut juste activer le son. Merci Valentine. Effectivement, donc oui, la plus grosse partie de nos activités sont effectivement liées à l'humain. Donc liées effectivement à l'accueil du public dans les meilleures conditions. Donc forcément, c'est quelque chose qui est totalement arrêté, que ce soit pour le Festival Nuit Sonore, pour le sucre ou pour même HIT, vu que les restaurants pour le moment sont fermés. Donc on va dire qu'il y a une transformation de nos activités. Il y a beaucoup d'activités qu'on voyait quand même pas trop jusqu'à présent qui permettent de se développer, notamment en lien avec les entreprises, parce qu'on a toujours eu, et on l'a développé ces dernières années, dans le lien avec les entreprises, dont avec les marques, et en fait tout ce que, enfin voilà, c'est un contact qui amène un autre contact, qui amène une autre expérience et qui fait qu'en fait on a beaucoup de travail de prestations. Donc je pense ce dont parlait aussi Enora tout à l'heure pour Ronalpia. Donc c'est des missions de conseil qui sont notamment sur de l'expérience de marque, aussi sur de la créativité, aussi sur des ouvertures on va dire de chakra des collaborateurs. Une de nos grosses activités qu'on ne voit pas forcément, c'est la création d'un lieu qui s'appelle Hôtel 71, dans lequel je suis, qui est un incubateur de projets médias. Ça, c'est un axe. Et puis, un autre axe qui est un comptoir d'urgence. Donc, en fait, on a été désigné aussi par la métropole pour accompagner les structures culturelles qui sont les plus petites que nous. Donc, on essaye de réagir, d'interagir avec eux et d'essayer de leur proposer des solutions pour passer justement cette crise, parce qu'on est une équipe un petit peu plus grosse et plus staffée, donc on arrive à mieux accompagner ces acteurs. Et ces deux missions, la première, l'incubateur média, donc qui est vraiment média de nouvelle génération pour permettre aux nouveaux talents de demain. Je pense à des mini-society ou des formats qui pourront, on l'espère plus tard, devenir de nouveaux médias. Ça, c'est un appel d'offres auquel on a répondu, donc un appel d'offres du ministère de la Culture. Sur la partie comptoir d'urgence, c'est des subventions de la métro. Donc,
effectivement, là où jusqu'à présent, on est davantage, on essaie de fuir la partie, on va dire, subvention, parce qu'on préfère aussi que la ville, la métro, l'ensemble des acteurs nous aident, notamment plutôt sur les questions de sécurité sur nuit sonore, etc. On sait qu'ils sont très demandés, donc en tout cas, on essaye plutôt de développer nos ressources propres. Là, clairement, en période Covid, on a besoin de ce soutien, dont le soutien de l'État aussi qu'on appelle pour nos activités. Mais en attendant, c'est une diversification, c'est des missions de prestation, c'est justement des échanges entre l'incubateur et des entreprises pour leur permettre de développer de nouvelles offres, d'être plus agiles, de réfléchir autrement. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi de la croissance externe, aller chercher des solutions de croissance plus fluides à travers des startups que nous, on incube, à travers des projets créatifs qu'on incube. Et puis, pour moi, c'est effectivement du conseil sur les marques, sur des stratégies par rapport aux jeunes générations. Donc, en attendant, effectivement, on a toutes ces missions. On a aussi des missions notamment auprès des acteurs du monde de l'immobilier pour la création de lieux de vie, parce qu'on a des lieux de vie, on les maîtrise, on transforme des friches industrielles depuis des années. Donc, on sait comment faire venir un public à un moment avec un modèle économique alternatif et qui marche. Donc, on essaie en fait tout simplement de mettre à disposition l'ensemble de nos savoir-faire pour effectivement tenir en attendant. Et je ne vais pas monopoliser la parole, donc je vais vite finir juste sur un petit point qui est qu'est-ce qu'on fait avec les artistes en attendant. C'est une très bonne question. Parce qu'au-delà de nous, notre propre structure, c'est des centaines et des milliers d'artistes qui souffrent puis aussi tous les acteurs en fait, du spectacle vivant qui souffrent de cette crise. Donc nous, on a travaillé sur des programmes qui ne sont pas tout à fait visibles, mais en attendant, qui continuent à favoriser la création. On a reçu, par exemple, il y a peu de temps au Sucre, une résidence d'artistes, Obi, qui est un artiste, qui est un migrant, en fait, qui est soutenu par l'association SOS Méditerranée à Lyon. Monsieur le maire est venu d'ailleurs voir cette résidence et en fait on accompagne les artistes dans la création de leur live, on leur met à disposition le Sucre, tout le matériel technique du Sucre qui est un super matériel son, des équipes techniques aussi pour qu'ils puissent créer parce que c'est la seule chose qu'on arrive à faire dans cette période et que le jour où ils puissent reprendre les lives, les shows, enfin voilà, que la vie, on va dire, reprendre un peu ses droits, et ben ils seront là parce qu'ils auront préparé avant leur live, leur DJ set, ils auront pu s'entraîner dans des bonnes conditions avec des bonnes équipes techniques, etc. Donc voilà, c'est un des éléments qu'on fait, notamment dans l'accompagnement avec les artistes. On organise aussi des cours de DJing avec des artistes qui du coup sont payés justement pour pouvoir, ils se transforment en professeurs le temps de pouvoir reprendre les platines. Et ces cours sont destinés à une population qui n'a pas l'habitude de pouvoir évoluer dans les cultures électroniques, donc les femmes déjà, tout simplement parce que malheureusement les femmes sont moins présentes. Et puis après des populations qui sont soit de milieux sociaux défavorisés et le matériel technique des cultures électroniques coûte cher, soit des gens qui d'une manière ou d'une autre sont exclus en fait de ce secteur culturel. Les chefs d'entreprise, s'ils veulent se mettre aux platines. En tout cas, effectivement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et voilà, qui est important pour nous de continuer à soutenir la création et puis soutenir les gens qui voudraient s'initier à ces cultures électroniques parce que c'est vieux, ça fait quand même plus de 40 ans que les cultures électroniques existent. Donc voilà, on essaie de continuer comme on peut, on va dire. Merci Fanny. Alors moi j'ai une autre question qui va un petit peu dans le sens de celle qui a été posée, mais c'est au-delà de savoir quel impact le Covid a eu sur vos activités, quel impact a-t-il eu sur la relation partenariale avec vos mécènes? Alors c'est une question aussi auquel pourraient répondre Félix, Enora et Anne-Flore. Ça fait un Q&A avec une question dans le chat. Comment est-ce qu'on réussit à impliquer ces mécènes de manière participative quand on ne peut pas se voir avec le digital et le virtuel? Tu veux commencer, Fanny? Vas-y, je te laisse la parole. C'est assez particulier, c'est une très bonne question. Je pense qu'on vient de faire une année de sidération sur ces sujets-là, où chacun attendait en fait que les choses reprennent. Nous, l'activité, Artifarty, ces festivals, sa capacité à rassembler les gens. Donc, c'est une année blanche pour ce genre de projet et d'investissement ou d'accompagnement et autres. Je pense que c'est très compliqué et c'est bien dommage.
effectivement, il faut trouver des nouvelles idées. Je sais que Artifarty est toujours en pleine ébullition pour proposer ce que vient d'expliquer Fanny, des nouveaux projets, des nouvelles manières de se retrouver ou de vivre une expérience. Malheureusement, ça ne sera jamais à la hauteur de ce qui se passe quand les gens sont autour d'un seul et même événement ou d'une platine ou d'un verre ou d'une œuvre d'art ou plein de choses, ou d'une performance. Du coup, c'est un peu toute la difficulté, c'est déjà que les sociétés gardent encore des capacités à faire du mécénat, premier enjeu, qu'elles puissent ensuite avoir des territoires d'expression, deuxième enjeu. Et je pense qu'on revient vers des bons jours. Je suis peut-être un peu optimiste, mais les choses vont finir par s'arranger d'une manière générale. Et tous les acteurs, de notre point de vue, hein, aussi bien le mécène que l'organisation qui est accompagnée, vont trouver des nouvelles manières de mettre des choses en place et surtout vont aussi retrouver une vie à peu près normale dans les 6-7 prochains mois. Donc, il va falloir qu'on soit patient, il va falloir qu'on soit solidaire, qu'on continue d'accompagner. Nous, on a maintenu notre engagement surtout social parce qu'il y a eu des besoins très importants ces derniers temps. Et on n'a qu'une chose en tête, c'est de pouvoir reprendre aussi cet accompagnement culturel. Et chez ces Gîtes solidaires, comment vous avez aussi passé cette année compliquée en termes de relations? Oui, c'est vrai que la question c'est une très bonne question. Nous, en mars, quand on s'est retrouvés face au confinement et au Covid, on s'est dit que la priorité, c'était nos partenaires. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est tourné vers nos 7 partenaires pour leur demander ce qu'on pouvait faire pour les aider. Tout ça a pris un peu de temps parce que tout le monde, en fait, était un peu dans la sidération. On a évidemment, comme tout le monde, je pense, digitaliser un maximum de choses. Et parce que ce dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a été pour nous finalement un point très positif, on a rejoint dès le mois de mars un mouvement qui s'appelle Tous confinés, tous engagés, qui a été créé par la start-up Vendredi. D'ailleurs, je crois que Martin de Vendredi est parmi nous, j'ai vu. Donc, en fait, Vendredi a conçu une plateforme sur lesquelles plusieurs associations peuvent s'inscrire et proposer des missions. L'objectif, c'est de faciliter l'engagement à la fois des salariés d'entreprise, mais aussi des civils, quoi. Donc, on a rejoint ce mouvement qui nous a ensuite mené jusqu'à la plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure et qui nous a du coup donné l'idée finalement de digitaliser le mécénat de compétences et de référencer ensuite nos associations partenaires sur cette même plateforme. Donc finalement, on a, je trouve, commencé en tout cas, initié un début de virage digital qui fonctionne bien. On a aussi du coup transformé, Enora parlait tout à l'heure des lunchs inspirants qu'on organisait avant où on faisait témoigner un entrepreneur ou une association auprès de nos collaborateurs. Donc, tout ça était en physique. On faisait un petit cocktail ensuite, etc. On a fait ça sous forme digitale et on s'est rendu compte que ça marchait vraiment très bien parce que je pense qu'on raccourcit un peu les formats. On fait ça sur 30 minutes. On fait ça souvent sur des horaires qui sont assez compatibles. On fait midi 30, par exemple. On se rend compte que c'est des formats qui marchent super bien, où les gens n'ont pas peur de poser leurs questions. Donc finalement, ça permet quand même, je trouve, la rencontre. Et en tout cas, peut-être que le format digital permet plus d'essaimer les actions, de communiquer davantage. Voilà. Pour moi, pour le moment, je trouve ça, en tout cas, plutôt un bon début et plutôt positif. Après, ce qui est certain, c'est que je pense que nos associations partenaires ont pâti davantage de la crise que nous. Pour le moment, on touche du bois, mais notre budget n'a pas été imputé aussi. On avait 400 000 € de budget en 2018, on l'a eu en 2019, en 2020 et en 2021. Le budget est maintenu, donc on est ravis et on espère que ça va perdurer comme ça. Voilà. Après, Enora, si tu veux rajouter des choses. Très brièvement, parce que je vois qu'on est bientôt à la fin de notre événement. Je pense que ce qui a été important, effectivement, c'est du côté association d'être en grande transparence avec les mécènes.
voilà, pour à la fois partager. On a mené une grande étude autour des 260 entreprises qu'on a accompagnées pour savoir comment est-ce qu'elles étaient impactées, parce que ça fait partie du tissu associatif et des acteurs de l'intérêt général, et notre capacité à nous, à notre échelle aussi, de rebondir et de proposer des choses. Donc, je pense que ce qui est aussi important dans cette phase, enfin voilà, c'est ce dialogue et cette transparence pour savoir comment est-ce que, où est-ce qu'en est l'association, comment est-ce qu'elle est impactée par cette crise et ses bénéficiaires, et puis aussi comment est-ce que voilà, on peut transformer des actions en digital, et puis comment est-ce qu'on peut repenser d'autres actions pour que ça ait encore plus d'impact. Mais voilà, le lien reste fort malgré par écran interposé. Donc on voit toute l'importance, je pense, d'avoir des relations régulières et de confiance entre associations et mécènes. Et finalement, à travers des crises qui sèment le trouble et qui nous plongent dans l'incertitude, voilà, on peut se parler très franchement, et ça nous permet aussi, nous, associations, d'avoir une information claire et de se projeter dans l'avenir en toute transparence. Comme il est 10 heures, je vous propose de conclure notre petit focus baromètre Région Rhône-Alpes. Merci à tous d'avoir témoigné. Merci d'être d'excellents partenaires les uns pour les autres, parce que vous êtes un sacré bel exemple. Mais ça n'a pas démarré comme ça, il faut aussi le rappeler. Ça a démarré petit pour tout le monde, donc il faut une stratégie de petits pas. On vous met aussi là nos contacts. N'hésitez pas à nous appeler, Alice et moi, si vous avez des questions. Et je crois que la présentation sera mise à disposition et envoyée à tous les participants. C'est ça, Valentine? Oui, tout à fait. Sachant que l'étude complète, qui va dans beaucoup plus de détails, de chiffres, elle est disponible déjà sur le site d'Amical. Il y a plus d'une centaine de slides. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci à tous et tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci.